fait un match, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo de mardi. On va parler Bitcoin aujourd'hui bien évidemment, on va parler marché, on va parler macro et on va parler JP Morgan. Pourquoi? Il a encore vu juste. Il a encore tout vu et tout prédit. On va parler de tout ça dans cette vidéo, on commence maintenant. Mais avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description, à l'intérieur une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez. Pour vous aussi, trouvez votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme. Elle a été téléchargée plus de 15 000 fois. Donc je vous en remercie et j'espère que je vous ai aidé pour cela, disponible dans l'onglet documentation du Discord des rois du marché. On va parler Bitcoin très très rapidement. Ça y est, une bougie rouge, ça peut baisser, on a le top. Alors faites très attention à ça, je le dis, je le rappelle. Depuis les 40 000 $, je crois, ou 41 000 $, ne vous opposez pas à ce mouvement. Personnellement, je me suis hedgé et personnellement, je me suis fait déglinguer. Bon, je le dis souvent, généralement quand je mets des shorts de couverture, je me les fais exploser. D'ailleurs, je vous l'ai marqué ici. Juste là sur Twitter, trade à découvert pris le 24 novembre, 5 win rates consécutifs, 3 confirmations validées, 2% du capital engagé. Et je me suis fait violemment éjecter, recter. Rendre un peu d'argent est normal, les gains s'inscrivent toujours dans le temps et la répétition. La vitesse de l'échec n'a aucune influence sur la stratégie. On ne time pas le marché. En revanche, il y en a qui peuvent le faire. Jamie Dimon peut le faire. Pourquoi? Parce que lui, il ne le time pas. Il le fait, le marché. Donc c'est beaucoup plus simple pour lui. Et je vais vous expliquer quelques mécaniques ou quelques écrits, quelques dires qu'il avait eus depuis l'année 2021. Et encore une fois, il a eu raison, et encore une fois, il fallait juste tendre l'oreille. Je vous mets en garde également sur la volonté, votre volonté très probable de vouloir trouver le top. Il y a trop de personnes qui ont vu ou qui anticipent un objectif de 32 000 $ avant d'aller chercher les 53 000 $. Dès lors, on va plutôt aller chercher des creux pour essayer de swing, pour essayer de re-rentrer en position, pour, on peut dire, calmer notre frustration. C'est beaucoup trop, pour être tout à fait honnête avec vous. Et dans ce cas de figure-là, j'aurais préféré, à juste titre, avoir un 51% pour un objectif au-dessus qu'un 51% pour un objectif en dessous. On est dans des flux, c'est haussier, le momentum est extrêmement haussier et violent. Il faut plutôt suivre la hausse ici et ne pas vouloir jouer tout retracement s'il en existe. Alors on peut utiliser toutes les mécaniques et indicateurs techniques, Ichimoku Kinkoyo, Elliott Wave ou tout ce que vous voulez. La seule chose personnellement qui m'importe, ce sont des clôtures en mensuel, notamment sur Ichimoku Kinkoyo, juste ici. Si on veut des oui ou non, c'est la seule question que je me pose, clôturer en mensuel au-dessus des 42 000 $. Voilà, c'est vraiment la grande question que je me pose. Est-ce que ça va le faire? Est-ce que ça va pas le faire? En fait, en fonction, j'agirai. Mais je me suis fait exploser. Les objectifs maintenant se trouvent plus haut pour aller chercher des vendeurs à découvert, toujours soigneusement positionnés. Ici, 48 000 $, il y a une grosse poche de volume profile, et ici les 52 000 ou 53 000 $, encore des petits clusters de liquidité. Là, on peut aller chercher toutes celles et ceux qui souhaitent empiler des shorts dans la frustration et dans le déni, et généralement c'est climax run, on ne les trouve pas les tops. Généralement, ce sont les grosses baleines qui les font. Donc si vous avez une décharge monumentale au niveau d'une bougie rouge de moins 15, moins 20%, ok, on pourra dire, il y en a quelques-uns qui prennent des profits, ça a peut-être un signal qui doit aiguiser ou étrayer notre ressenti. Mais avant ça, il ne faut pas y toucher personnellement. En tout cas, je ne le jouerai pas. Je n'ai pas encore de confirmation. La seule petite confirmation qu'on devrait avoir, je vous en avais parlé d'ailleurs mardi, c'est pour confirmer ces triples divergences baissières, notamment en daily, c'est de venir clôturer maintenant en dessous des 41 226 $. Si on venait à clôturer une petite bougie en daily, à ce moment-là, on pourrait éventuellement essayer d'entreprendre du day trading pour essayer de chercher des creux, pour le jouer un petit peu à contre-tendance. Je rappelle que le contre-tendance est le trading le plus risqué, et s'il est le plus risqué, c'est généralement le moins rentable. Nous, on suit les flux, on essaie de suivre des arrachements haussiers, et on achète des creux. On essaie de swing. C'est haussier, c'est boule, suivons le boule. N'essayons pas de vendre plus haut pour acheter moins cher, pour vendre plus haut pour acheter moins cher. À ce jeu-là, généralement, c'est pas un jeu à somme nulle. On perd de l'argent, on perd du capital, alors que l'objectif, on l'a toujours. Et nos convictions ne devront pas être remises en cause par rapport à cette représentation du marché. Voilà, ça c'est un premier point. Première chose que je voulais vous dire. Deuxième chose, ici on a quelques personnes qui sont en train de prendre, notamment sur XBT,
Bon, ils ont réussi leur coup, hein, j'ai envie de vous dire, une belle petite manipulation de marché. Ils avaient pris d'énormes positions ici, donc ça pouvait très bien être du short, ça pouvait très bien être autre chose. Je doute que ce soit du short personnellement, puisqu'il n'y a pas eu tant de liquidation de short que ça. Je crois que la plus grosse a été 100 millions, et ici on parle plutôt de positions à 250 millions de dollars. Donc c'est probablement c'est probablement des gens qui savent ce qu'ils font, et actuellement ils sont en train de massivement prendre des profits. Ils ont pris des profits ou dans des ordres au marché imposés, notamment par des rachats d'ordres au marché, notamment de vendeurs à découvert, qu'on voit très bien ici. Vous avez une magnifique bougie à 30 millions de dollars de liquidation, donc c'est très probablement beaucoup plus, parce qu'on sait que Binance ne livre plus au niveau de ses API vis-à-vis des liquidations, donc c'est beaucoup plus que 30 millions, mais c'est clairement ce qu'on attendait, si vous voulez, dans la représentativité. Si je passe en 4 heures ici, on le verra beaucoup mieux. C'est une explosion, vraiment une grosse mèche de liquidation vendeuse, ou acheteuse, bien évidemment, plutôt vendeuse ici, qui a été de short à découvert, qui ont été explosés. Donc maintenant qu'on a fait d'un côté, on pourra très probablement aller chercher de l'autre pour aller rechercher quelques acheteurs un tout petit peu trop motivés. Généralement, on va chercher dans les deux camps. On appelle ça des ranges, tout simplement. Bon, après, on a un petit funding très négatif. Ce funding négatif vient de Binance. Je ne sais pas trop ce que Binance font, mais si vous enlevez ça et ça, c'est bien Binance. Si vous enlevez Binance, il n'y a plus de funding négatif. Donc très probablement des gros portefeuilles qui tentent de rentrer en position et qui modifient ces fundings. Alors, est-ce que c'est un problème d'API? Est-ce que c'est un problème? Bon, je le suis personnellement et je suis plutôt des fractales. Et généralement, il semblerait que ce soit plutôt propice quand on observe des décalages de funding ici très dans le négatif, ce soit plutôt haussier pour information. Donc ne pensons pas que c'est aller trop vite, etc. C'est pas du tout le cas, c'est normal. Hein, le marché se rééquilibre et généralement quand le marché se trompe, les décalages de prix sont généralement violents. Ça reste au centre de range, donc ce n'est que du bruit des marchés, bien évidemment. Donc c'est très difficile de pouvoir rationnellement se positionner. D'ailleurs, on fera ce travail-là tout à l'heure avec les académiciens sur j'ai loupé le train, comment combler cette grande frustration. Hein, c'est très intéressant, vous allez voir, c'est très mécanique et ça s'est tout à fait bien on s'est tout à fait bien positionné si on suivait en fait cette stratégie-là pendant le cycle de 2019 notamment. Donc oui, il y a beaucoup d'altcoins qui font encore des plus 50, plus 60, plus 100% d'une journée, mais il faut laisser tout simplement la liquidité s'exprimer. Voilà, donc on ira chercher les plus hauts dans ce magnifique rallye aussi, on est très content de l'observer. Il faut tout simplement en profiter et prendre des profits lorsqu'il se présente. À ce stade-là, on va chercher les accélérations, vous avez compris la petite initiative, on avait cassé ce biseau ascendant par le haut. Donc généralement, pour celles et ceux qui voulaient jouer le Dead Can Bones, je parle ici aux vendeurs, les vendeurs qui sont encore persuadés. Hein. Généralement, votre invalidation est en cours. Techniquement, c'est le coup de grâce, le coup derrière la nuque qui nous explique que les vendeurs ont perdu et les acheteurs ont complètement repris le momentum, ou en tout cas tentent complètement de le reprendre. Sur toutes les time frames. On parle ici de multi-time frame. D'accord? Donc, s'il y a encore des vendeurs, comment je pourrais dire, très engagés, logiquement, vous avez quelques invalidations sous les yeux. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne peut plus y avoir de retracement, ça veut dire juste que l'idée de revoir du 12 000, du 10 000 ou du 8 000 dollars s'éloigne de plus en plus. Voilà, donc il faut vraiment là ne plus écouter le marché, juste regarder. Et généralement, c'est des invalidations. J'aurais pu encore l'être sur ce fameux, et je vous en ai d'ailleurs parlé de ce fameux Dead Can Bounce. Maintenant qu'on avait eu la clôture, et je l'ai joué personnellement en edge portefeuille, je me suis fait dégommer. C'est le jeu, bien évidemment. Hein, c'est une décision complètement rationnelle. On avait eu la confirmation, l'émotion, la confirmation, l'acceptation, et les acheteurs, ils jouaient quoi? L'accélération. Bienvenue dans l'accélération. On est en train de voir actuellement et de vivre cette accélération. Les objectifs de cette accélération sont aux alentours des 48 800 dollars. Allez, on peut arrondir à 50 000 dollars, comme ça il n'y aura pas de problème avec ça. D'autres petites choses qui sont extrêmement pertinentes, on peut revenir vis-à-vis, me semble-t-il, de Cognali, je crois que je l'avais vu sur non, c'est pas sur Deribit, c'est sur alors on avait bravo à tous ceux qui ont pris des profits. Alors ça, ce sont des gros, qui ont pris des profits, c'est clairement des ordres qui ont été files en limite. Donc si on parlait ici de distribution et qu'on distribue dans la montée, on vend dans la montée et on achète dans la descente, ça a été fait, bravo, les profits ont été pris en tout cas sur ces positions-là. Bitfinex continue en fait à complètement se déleverager. C'est vraiment très intéressant de l'observer. C'est-à-dire que si les gros portefeuilles sur différents exchanges décident de se déleverager, ça veut dire quelque chose d'important. Ça veut dire qu'il y aura moins d'intérêt sur le marché. Ce qui fait en fait l'intérêt du marché, au travers de la visibilité des open interest, c'est l'intérêt de ce marché par rapport aux transactions, par rapport au leverage. Plus il y a de leverage, plus il y a de potentiel de performance.
C'est le leverage en fait qui nous donne cet intérêt pour le marché. Si on observe en fait des situations de deleveraging, à ce moment-là, c'est qu'en fait, il faut le traduire de façon assez symétrique à une dégradation de l'intérêt. Et généralement, cette dégradation d'intérêt produit des latéralisations, des ranges, un affaiblissement de la volatilité et potentiellement une direction. Et à ce moment-là, boule, bear, choisissez votre camp, c'est toujours la même chose. News catalysante, news intégrante, réintégration de range, on peut aller faire des creux. Nous, les swing traders, moi je me positionne plutôt swing trader et je me positionne swing trader pendant les 2 prochaines années au minimum, je jetterai personnellement les creux. Voilà. J'espère que j'ai été très clair là-dessus. Il ne faut pas aller très très loin dans la réflexion, c'est quelque chose juste de bon sens. Ceux qui font le marché, ce sont les gros portefeuilles. Les gros portefeuilles interagissent avec ce marché s'il y a de l'intérêt. Et les intérêts sont représentés dans les open interest, sur les montants des leviers qui y sont engagés. Plus il y a de leviers, plus il y a de l'intérêt, plus il y a de la volatilité, plus il y a de l'argent à se faire. À la fin, ça fera généralement un jeu à somme nulle, mais techniquement, c'est à peu près comme ça que ça se représente. Demain, on aura le chômage. Donc on sera extrêmement attentif, toujours la même chose, actuellement 3,9, sur un consensus de 3,9. On aura également le PIB au niveau des États-Unis. On l'attend sur le trimestre en négatif, toujours 0,1% sur l'année. Bon, franchement, vu l'année qu'on a passée avec une forte remontée des taux, on peut partir du principe que c'est plutôt positif. Beaucoup de pays européens sont en récession aujourd'hui, mais ce n'est pas des récessions qui sont extrêmement dures. Elles sont voulues, ces récessions. Donc, est-ce que ça veut dire que le marché doit fortement recorriger, etc. C'est pas forcément comme ça qu'il faut le prendre. Par contre, les estimations de bénéfices, si elles sont revues à la baisse, et je ne suis pas le seul, en tout cas aujourd'hui, à le dire, moi, ça fait plus d'un an qu'on le lit, et j'avais plutôt estimé ça entre fin deuxième trimestre et troisième trimestre 2023. Pourquoi ? Parce que la violence de la remontée des taux et les montants en fait, de leverage qu'il y avait, notamment au niveau des endettements sur les concitoyens américains, étaient déjà très élevés. Bon, ils trouvent de l'argent, il faut comprendre d'ailleurs quelque chose d'important, c'est qu'on a vécu notre crash entre guillemets du siècle, notamment sur les obligataires. Le crack obligataire a bien eu lieu. Donc en fait, ce qu'on nous explique vis-à-vis des liquidités, des ajouts de liquidités, notamment par les banques centrales au sein du marché, ne se font pas au sein du marché, mais se font plutôt sur des collatérales vis-à-vis de toutes ces banques qui sont aujourd'hui techniquement en faillite par rapport à les obligations qui ne valent aujourd'hui quasiment plus rien. On parle jusqu'à moins 60% au niveau de la réelle valeur des obligations qui avaient été mises il y a 3 ans. En somme, si aujourd'hui la Banque centrale nous expliquait que vous vous démerdez avec vos obligations, moi je collatéralise pas, en fait en un seul claquement de doigts, toutes les banques systémiques et universelles du monde sont en faillite. Parce qu'elles sont surcollatéralisées avec des obligations. D'ailleurs, en parlant de ça, le dernier en date, c'est Tether. Si on parle de Tether aujourd'hui, en fait, Tether, techniquement, n'est plus collatéralisé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il a acheté beaucoup d'obligations d'État, et notamment avec Circle, lors du DPEC de Circle, qui avait beaucoup d'obligations d'État, notamment à plus ou moins long terme. Certaines étaient à plus de 30 ans, voire 30 ans. Si la Banque centrale avait dit non, mais moi je collatéralise pas à la valeur nominale de votre obligation, il n'y aurait plus de Tether aujourd'hui, il n'y aurait plus de Circle, il n'y aurait plus de banque en fait aujourd'hui. Donc ce crack systémique, ou le crack en fait, du siècle a bien eu lieu, mais collatéralisé par de la confiance. Jusqu'à temps que ça dure, évidemment. Donc voilà, je voulais juste vous remettre en perspective. On en a beaucoup parlé, on en a beaucoup discuté, et ça, on ne l'a pas ressenti en fait dans l'économie réelle. L'économie réelle ne sera que retranscrite par rapport à des estimations de bénéfices qui, actuellement, ne se décrochent pas. Par contre, en termes de prédictive, il faut aussi regarder le sentiment, et le sentiment latent. Et là, vous avez en fait un indicateur extrêmement fort. Si on parle un peu retail, opérateur, trader, etc., on est plutôt extrêmement baissier, vraiment net short au niveau de l'Allemagne, au niveau du DAX. On est extrêmement baissier au niveau de Wall Street, 20, 440, 24, S&P 500, 35. Bon, on est extrêmement baissier sur les actions, donc les valeurs plutôt à risque. On est extrêmement haussier sur le pétrole. On est extrêmement haussier sur les paires euro, francs suisses. On est extrêmement haussier sur le gold. On est extrêmement haussier sur le silver. Bon, personnellement, si on regarde le pétrole, ça craque littéralement. Hein. Ça craque littéralement. Et ils ont repassé au niveau de l'OPEP+, une nouvelle diminution de plus de 2 millions de barils jour par rapport à ça. Honnêtement, c'est un signe assez révélateur. Si vous avez une chute assez forte, alors c'est en partie rééquilibré par rapport aux États-Unis, qui, eux, ont fortement augmenté leur exportation au niveau et leur production de pétrole.
Mais techniquement, si on est dans une économie forte, si on est dans une économie extrêmement croissante, si on est dans une économie avec une forte demande, bah, c'est le pétrole qui devrait monter ici. Donc c'est un premier signe, entre guillemets, qui n'est pas forcément révélateur d'une économie saine, ou en tout cas en forme, et c'est pas exactement ce qu'on voudrait observer. Dès lors, si on commence à observer là, et là c'est quand même extrêmement grave, une explosion au niveau du pétrole, à ce moment-là, c'est récession assurée. Hein, ça se passe toujours comme ça. Généralement, on a des explosions au niveau des commodities avant de voir un crash sans précédent. Donc pour l'instant, neutre, entre les 75 et les 85, j'ai envie de dire que la neutralité parfaite, ce serait des $80 le baril, mais actuellement, tous les artifices qui sont faits par l'OPEP ne fonctionnent pas, hein, pour pouvoir garder et conserver un prix du baril qui, eux, leur objectif est au-dessus des $100 pour information. Ils n'y arrivent pas. Et si ça baisse, c'est qu'il y a moins de demande. S'il y a moins de demande, c'est probablement qu'il y a moins de croissance. L'énergie est toujours corrélée à la croissance. Sans énergie, il n'y a pas de croissance. Voilà. Et sans croissance, il n'y a pas d'énergie. Mais ça marche moins bien dans ce sens-là, parce qu'on ne la crée pas de nulle part, l'énergie. Bien le comprendre comme ça. On continue avec des informations extrêmement claires, et je voulais juste vous inviter à essayer de prendre un tout petit peu de recul. Et je pense que c'est une bonne vidéo, parce que on est un petit peu très émotif ici, et on finira là-dessus. Le gouvernement devrait interdire les crypto-monnaies, estime le PDG de JP Morgan. Bon, il était devant le gouvernement, notre ami Jamie Dimons, et il explique de façon extrêmement claire, il a toujours gardé cette ligne-là. Ça ne veut pas dire que depuis 2015, JP Morgan est exposé sur ces technologies-là, et notamment Bitcoin. Il est allé encore plus loin. Bon, grosso modo, je vais revenir un petit peu. Interrogé par la sénatrice Elizabeth Warren, Damon, donc Jamie Dimon, le PDG, depuis très longtemps maintenant, je crois 2005 me semble-t-il, de JP Morgan, a rappelé qu'il a toujours été profondément opposé aux crypto-monnaies, au Bitcoin, etc., estimant que le seul véritable cas d'utilisation est celui des criminels, des trafiquants de drogue, du blanchiment d'argent et de l'évasion fiscale. Si j'étais le gouvernement, je l'interdirais. Rappelons que bien de sa banque soit impliquée dans ces activités liées à la blockchain dans le cadre de plusieurs projets, y compris JP Coins. Pour les transferts internationaux, ce n'est pas une première fois que le patron d'une grosse banque US, en termes d'actifs, s'en prend aux crypto-monnaies. Ça, c'est le cadre. Ok, lui, il est farouchement opposé à ça. On pourrait en fait tout simplement estimer, et ça c'est vrai que c'est en tant qu'initié, une réflexion qui est logique. S'il nous dit ça, c'est pour empêcher le retail de venir. Ouais, il y a une deuxième chose. C'est surtout pour expliquer qu'il est juste pas prêt, pour pouvoir épouser et profiter pleinement de ces ruptures technologiques. Donc ça ne veut pas dire qu'il veut nous empêcher de rentrer, c'est juste qu'il essaye très probablement ici, en tout cas c'est ma représentation personnelle, de jouer la montre parce qu'il n'est pas complètement prêt par rapport à l'action et à l'impact qu'il y aurait sur nos sociétés de ces ruptures technologiques. Il joue la montre, tout simplement. Et ce qu'il dit aujourd'hui pourra bien sûr être défait demain. Ces gens-là font le marché. Ces gens-là sont le marché. Et si on part du principe qu'aujourd'hui tous nos gouvernements sont à la houlette, j'ai envie de vous dire, des marchés financiers et de la finance mondiale, comme nous le rappelait François Hollande il y a encore quelques années, notre ennemi c'est la finance. Non, c'est pas notre ennemi, c'est notre bourreau. On peut dire éventuellement ça comme ça. Donc soyez proche de votre ennemi pour pouvoir survivre, bien évidemment. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, toujours au travers, alors c'est pas de Jamie Dimons, mais c'est assez similaire par rapport aux analystes de JP Morgan, c'était donc en mai dernier, fin mai dernier, JP Morgan explique pourquoi le BTC pourrait s'envoler à 45 000 $. Il y avait une autre target, c'était 44 000 $, et cette target, on l'avait notée ensemble. Eh oui, c'est pas quelque chose de nouveau. On l'avait noté. Exactement ici. JP Morgan Target avec deux petits démons. Mais c'était où? C'était là. C'était en octobre. Juste là. Et il nous expliquait que la bonne target de JP Morgan, par rapport à son travail de recherche, notamment vis-à-vis du stock to flow et des capitaux relégués dans le gold, devrait logiquement valoir 44-45 000 $. C'est assez drôle, puisque si on revient un petit peu en arrière, on avait déjà fait ce travail-là, quand on était au top du marché, ou très proche des tops de marché, aux alentours des 48 000 ou 50 000 $, j'avais titré, attention, JP Morgan veulent leur Bitcoin à 35 000 $. C'est assez drôle, puisqu'on est allé assez franchement aux alentours des 35 000 $. Donc ils ont commencé à acheter très probablement à 35 000 $. Et c'est vrai que c'est complètement logique. On achète dans le discount et on vend dans le premium. Et on passe dans le premium pour information vis-à-vis de Bitcoin. Donc c'est moins pertinent d'investir ici massivement sur ces technologies. Puisque même si ça peut partir à 100 000, 200 000, 300 000 $, les conditions sont juste pas bonnes en termes de timing.
Il faut maintenant attendre éventuellement des creux, et on aura très, très probablement ces creux, en tout cas, je les jouerai personnellement. Dans les deux cas, ce sera pour moi considéré comme une opportunité, mais je suis un fervent défenseur d'un retour aux alentours des 30 000 dollars personnellement. Voilà, donc si vous voulez mon avis là-dessus, je pense qu'on verra du Bitcoin sous les 35 000, en tout cas sous les 38 000 dollars, et ça permet en fait de nous donner cette réciprocité, me semble-t-il, donc en dessous des 20, même voilà, 30 000 dollars, comme ça c'est un chiffre rond. Target d'Hermès, 30 000 dollars, nouvelle target, puisqu'on a fait les deux précédentes, plutôt à la hausse ici, bah on va faire à la baisse. Target d'Hermès, 30 000 dollars, on ira très probablement les chercher. Donc eux, ils ont investi, eux, on travaille sur ces technologies-là, eux ont du Bitcoin, on le sait d'ailleurs de Franklin, qui explique que ça fait plusieurs mois maintenant qu'ils détiennent du Bitcoin et de l'Ethereum. Bon, bah c'est un fait, hein, c'est un gros fonds d'investissement, c'est plus de 1000 milliards de dollars sous gestion, donc ils en possèdent en propre, c'est extrêmement positif. Si eux en possèdent, probablement que demain, tous ces fonds, voire toutes les entreprises pourront en détenir, ce qui met en fait ici en exergue une nouvelle composante qui s'appelle les chocs d'offres. Voilà, donc ça, choc d'offres, pour moi je mets égale bulle. Donc on ne s'oppose pas à des chocs d'offres. Si on le voit très très bien au niveau des liquidités qui s'échappent actuellement, même si on les voit revenir un petit peu sur Binance, mais ça peut être très bien de ces cold wallets qui remet sur son échangeur, parce qu'on ne les a pas forcément tous et on ne sait pas trop ce qu'ils font avec ça. J'espère que le Trésor, enfin que le gouvernement américain pourra éventuellement nous éclaircir sur ce sujet, et surtout pas nous éclaircir, nous rassurer à ce sujet. Donc on ne sait pas trop ce qu'ils font avec leur denier, mais techniquement vous avez compris un petit peu tout le synopsis. Ça fait longtemps qu'ils en achètent. Et demain, si on commence à observer un choc d'offres, à ce moment-là, il y a des télescopages de prix et on arrête de chercher les tops et on arrête de chercher les bottoms, on vend dans la montée et on vend franco dans la montée sur des objectifs qu'on aura bien évidemment ciblés. Je le ferai, je vous le montrerai, vous ne serez pas à ce moment-là obligé de me suivre, mais je vous dis tout ce que je fais et j'assume tout ce que je dis et tout ce que je fais. Voilà. Le seul objectif, c'est de gagner, hein. C'est pas d'avoir raison, c'est de pouvoir sortir et d'avoir cette sensation de ne pas avoir loupé son bull run, tout simplement. J'en avais loupé une partie au début que j'ai bien rattrapé. Là, je le prends tout en bas. C'est le but du jeu. On continue dans cette narrative-là. Donc, il nous avait dit qu'il allait se mettre aux alentours des 44 000, 45 000 dollars. C'est banco. Mais encore une fois, il avait raison. Pourquoi ? Puisqu'en fait, si je reprends de 2021 par rapport à la clôture de décembre 2022, je vais vous montrer ce que c'était. Jamie Dimon, hein, je cite, je ne sais pas si vous vous en rappelez, pour ceux qui étaient là tout au début sur la chaîne des rois du Bitcoin, on était par là. On était en octobre, septembre 2021. On était, on criait au top générationnel, c'était terminé, on avait cassé, on avait réintégré sous les moyennes mobiles, enfin je vous passe des vertes et des pas mûres. Et là vous avez JP Morgan qui explique que la target de S&P 500 fin d'année 2022, ce sera 4800 points. Goldman Sachs c'était un tout petit peu plus engagé, c'était 5200 points. Bon, je vous le dis, c'est assez impressionnant, on en avait même souri, mais le top générationnel, c'est 4800 points sur fin 2022. Fin 2021, janvier 2022. C'est quand même impressionnant. Impressionnant. Donc, encore une fois, il avait raison. Maintenant, là où Jamie Dimon avait annoncé, entre guillemets, avec perte et fracas, un crash sans précédent. C'était ici. JP Morgan, crash du siècle, moins 20%. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que très probablement, ils n'étaient pas encore suffisamment positionnés. C'est un petit peu au même titre en fait, qu'on avait nous personnellement. C'est-à-dire qu'eux se positionnent dans ces contextes-là, si vous voulez, pour dire, ok, je dis au monde entier ce que je pense et je fais le contraire. Mais ça ne veut pas dire que les targets sont fausses. Parce que ici, ils prévoyaient moins 15% supplémentaire. C'est pas énorme en fait sur S&P 500. Moins 15% supplémentaire, ça fait beaucoup de volume. Hein. Ça correspondrait à peu près à potentiellement une baisse de 70% sur Bitcoin ou une augmentation de 150% sur Bitcoin. C'est à peu près l'équivalent de 15% sur S&P 500, à l'hausse comme à la baisse vis-à-vis de sa volatilité et de sa liquidité. Mais c'est clairement en fait dans ce rythme-là qu'il faut vraiment le comprendre. Et à ce moment-là, on aurait pu dire que si Jamie Dimon dit qu'on doit aller à 4800 points, c'est qu'en fait on n'ira jamais. C'est faux. Les targets sont plutôt bien représentés, jusqu'à preuve du contraire. 4800 points. On continue là-dessus. Parce que, d'ailleurs, c'est aussi très drôle, puisque c'était les seuls à dire. Ils étaient extrêmement, d'ailleurs, optimistes. Je crois que c'est celle d'après, là. Voilà, les prévisions de JP Morgan pour S&P 500 pour 2022 sont parmi les plus optimistes de Wall Street. Voilà les gros risques qu'ils voient pour les actions, etc. Les plus optimistes. Mais ça voulait dire quoi ? Ça veut dire qu'on resterait à peu près au même niveau. Il y aurait eu de la volatilité, notamment par rapport à la remontée des taux. On le savait, hein,
un moment donné c'était un secret pour personne, bah, eux étaient plutôt enclins à dire bah, ce sera pas si dramatique que ça. Et effectivement, vous les avez ici, pour fin 2022, 4700 points, fin 2022, 4850 points, et Jamie Dimon avait dit bah, pour fin 2023, cette fois-ci, on reviendrait à peu près aux alentours des 4800 points. Bon, on n'y est pas très très éloigné, hein, si vous les prenez. Hein. Alors si je prenais fin 2022, regardez-le, hein, c'est assez intéressant, novembre, décembre, quand tous disaient à peu près 4800 points, 5000 points, etc., bon, on était quand même beaucoup plus bas. Et lui, en fait, à ce moment-là, a dit non, mais on n'ira pas beaucoup plus bas finalement. Pour fin 2023, on sera aux alentours des 4800 points, 4500 points, etc. Ce sont des choses qui sont véritables, vérifiables. J'ai pris un petit peu de temps à essayer de les retrouver, je ne les ai pas vraiment retrouvées, mais techniquement, on les a dans la tête parce qu'on le dit régulièrement. Et effectivement, finalement, on se retrouve en fin 2023. On est à peu près au même niveau. Donc, encore une fois, JP Morgan avait raison. Maintenant, il avertit de quelque chose, ça c'est beaucoup plus récent, c'est le 27 novembre 2023, JP Morgan avertit d'un rééquilibrage imminent du marché. Et je m'inscris dans cette logique-là. 2024, c'est l'année de rééquilibrage. Pourquoi ? Parce que actuellement, les perspectives de bénéfices sont très optimistes. Dans une croissance extrêmement forte, dans des États qui sont bien positionnés, qui sont en pleine possession de leurs moyens et de leurs capacités de pouvoir agir sur les marchés, agir sur l'économie réelle. Et apparemment, c'est pas vraiment ce qu'on est en train de montrer. En tout cas, c'est clairement pas le discours des banquiers centraux. Ils ont toujours le fusil chargé pour dire si nécessaire, j'augmenterai les taux. Arrêtez de m'embêter avec ça, quoi. Donc le marché a l'air un petit peu de le prendre à contre-épaule. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas le pricer de façon extrêmement agressive, en fonction des estimations et des bénéfices de marché. Mais clairement, Jamie Dimon, ici, le dit très très bien, hein, pense que ça ne va pas forcément bien se passer au niveau de 2024 par rapport à des rééquilibrages de marché. Alors les rééquilibrages, généralement chez eux, c'est du moins 10, moins 15, allez, peut-être moins 20% pour les plus pessimistes. C'est pas forcément très fort. Mais grosso modo, c'est pas YOLO, nouvelle ATH, et on baisse les taux et tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Puisqu'on le dit aussi très bien, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est au moment où on enclenchera le pivot, probablement donc fin du premier trimestre 2023, à ce moment-là, on a des décalages de prix, et c'est au moment où on est au plus bas et on retrouve un plateau bas où les marchés peuvent remonter et reprennent du risque, tout simplement. Donc ça, encore une fois, attention au niveau du timing. Je continue avec une toute petite news très sympa. Et ça, encore une fois, ça doit faire partie de notre représentation. JP Morgan vise la stratosphère dans la finance verte, alors que les objectifs ESG, donc sociétal et de gouvernance, est en tête des plans et de ses pairs. Ça veut dire quoi ? Ça, c'était en avril 2021. Mais cette vision-là, il ne l'a pas en fait pour 2022-2023, il l'a pour 2024. En réalité, JP Morgan déploie 2500 milliards de dollars pour lutter contre la crise climatique et les inégalités, etc. Encore en 2021. Ils ont en fait une vision 2024 pour dire que c'est clairement les énergies entre guillemets vertes, les énergies renouvelables, ces entreprises en fait alors pas forcément photovoltaïque, éolien, etc., hydro et tout ce que vous voulez, mais d'un point de vue en fait plus global de ce qui pourrait répondre en fait à un nouveau paradigme de lutte contre le réchauffement climatique. Il y a un an jour pour jour, il y en avait un qui était dans l'œil du viseur pour dire que lui, il fallait le dégommer. Bitcoin, société de mining, etc., et tout ce que vous voulez, c'était consomme plus que le Danemark, consomme plus que la Norvège, consomme plus que le machin, etc. Et d'ailleurs, en 2022, Bitcoin devra consommer pour fonctionner l'intégralité de l'énergie de la planète. On va y revenir, vous avez compris, sourire. Mais dans l'idée, aujourd'hui, ces mêmes mentalités-là viennent de changer. Sous la houlette, évidemment, et financée par des lobbyistes, notamment Goldman Sachs, notamment JP Morgan, notamment tous, pour dire qu'aujourd'hui, finalement, Bitcoin n'est pas si noir que ça. Il est même plutôt vert. Et il a des vraies qualités pour pouvoir, en fait, réguler et d'avoir un impact positif sur une neutralité carbone, voire une négativité carbone. Et ça, il faut faire un relais par rapport à ça. Si ces gens-là décident d'épouser peut-être une forme de révolution verte, il semblerait que, au travers, alors c'est jamais tout vert ou jamais tout blanc ou jamais tout noir, bien évidemment, mais dans l'intellect de chacun, Bitcoin peut s'inscrire dans cette logique-là. Vous avez compris ? Ça, c'est super important. Là, on parle plutôt long terme, moyen long terme. On ne parle pas court terme, on ne parle pas dans 3 mois ou dans 6 mois, évidemment. Bon, j'ai fini tout ce que je voulais vous dire. Je voulais juste vous reprendre en fait dans cette narrative-là. Je résume finalement la moralité de cette vidéo. C'est que, encore une fois, Jamie Dimon avait raison. Il avait prédit
plusieurs mois à l'avance, 6 à 8 mois à l'avance, les 4800 points sur le S&P 500. Quand il était à 30 000 $ en train d'essayer de distribuer, il avait prédit aux 44 45 000 $. Nous y sommes. Et il prédit malheureusement, en tout cas il nous invite à réfléchir sur des rééquilibrages de marché pour l'année 2024. Je ne time pas le marché, je ne pense pas savoir le faire. Sinon je serais extrêmement riche. Et je ne le suis pas extrêmement. Donc malheureusement, je ne suis pas devin. Sinon ça se serait bien évidemment. Il dit également que Bitcoin devrait être littéralement interdit par le gouvernement, ou en tout cas sur le sol américain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne l'est pas prêt. Voilà la moralité de cette vidéo. J'espère que je vous ai aidé. Ne vous opposez pas à ce mouvement, soyez patient, et on aura le temps d'acheter des crus ou éventuellement d'essayer de jouer tranquillement des petits retournements lorsque l'ensemble de nos confirmations qui sont propres à chacun seront toutes réunies. Ciao.